Je n'ai jamais oublié le moment où j'ai vu ma mère, debout devant ma porte, les yeux rouges, comme si elle découvrait soudain l'existence de la fille qu'elle avait ignorée toute sa vie. Pendant un instant, j'ai presque voulu ouvrir, jusqu'à ce que la vérité me frappe. Si elle pleurait aujourd'hui, ce n'était pas par amour, mais parce qu'elle venait de réaliser que je n'avais plus besoin d'eux. Et c'est ce jour-là que tout a basculé. Depuis longtemps, j'ai appris à ne plus m'attendre à être vue, encore moins célébrée. Chaque anniversaire oublié avait fini par devenir une tradition douloureuse, un rappel silencieux que ma présence dans cette famille n'avait jamais suffi à provoquer l'effort, l'attention ou même la simple mémoire. Pourtant, chaque année, je me surprenais à ressentir cette pointe d'espoir naïf, un espoir que je méprisais en moi, mais qui persistait comme une blessure mal refermée. Je me disais que cette fois peut-être, il se souviendrait, qu'il m'enverrait au moins un message. Mais l'horloge tournait, le jour passait, et le silence finissait toujours par imposer sa vérité écrasante. Ce silence-là était particulier. Il n'était pas fait d'absence, mais d'indifférence. Il reflétait une hiérarchie que je connaissais trop bien, une hiérarchie émotionnelle où ma sœur avait toujours occupé la place du soleil, tandis que je restais confinée au coin sombre, comme une ombre dont personne ne se souciait. Je me surprenais parfois à analyser chaque geste, chaque mot échangé avec mes parents, comme si un code caché pouvait révéler une excuse, une raison valable à cette affection asymétrique. Mais au fond, je savais que rien ne pouvait justifier le sentiment d'être continuellement reléguée au second plan. Je me souviens de toutes ces années passées à essayer d'être la fille modèle, la plus responsable, la plus discrète, la plus prête à sacrifier mes propres besoins pour conserver une paix familiale fragile et déséquilibrée. On me félicitait parfois pour mon indépendance, mais ces compliments sonnaient creux, presque ironiques, car l'indépendance que l'on me prêtait n'était que le résultat direct de leur négligence. J'avais dû apprendre très tôt à me suffire à moi-même, non pas par force de caractère, mais simplement parce que personne n'était réellement là pour moi. Le plus douloureux, ce n'était même pas l'oubli répété, mais l'invariable contraste entre leur froideur à mon égard et leur chaleur débordante envers ma sœur. Pour elle, les surprises, les cadeaux, les préparatifs minutieux, les mots d'encouragement, les marques de fierté semblaient couler naturellement. Je les observais célébrer chacune de ces réussites, comme si elle était la preuve vivante de leur réussite parentale, tandis que mes propres efforts passaient inaperçus, comme s'ils n'avaient jamais eu de valeur. C'était une comparaison silencieuse, mais constante, qui érodait lentement ce qu'il restait de ma confiance. Cette injustice répétée finit par s'accumuler comme un poids invisible, compressant chaque partie de moi jusqu'à rendre mes émotions presque méconnaissables. Avec le temps, j'avais cessé d'espérer un changement, mais je n'avais jamais cessé de ressentir la douleur. Elle me poursuivait, même lorsque je prétendais que tout allait bien. Je vivais dans une sorte de dualité, extérieurement forte, intérieurement fissurée. Et malgré toutes mes tentatives pour rester loyale, respectueuse et ouverte, je savais qu'un point de rupture approchait inévitablement. Car même les blessures silencieuses finissent par réclamer justice. La rupture émotionnelle a eu lieu un jour où je ne m'y attendais pas. Déclenchée par une image anodine, un simple post Instagram que ma sœur avait partagé comme si de rien n'était. Elle posait devant une voiture neuve, décorée d'un grand nœud rouge, un cadeau somptueux offert par nos parents. Je n'ai ressenti ni jalousie ni envie, mais une brûlure sourde, celle de la révélation brutale que leur affection n'avait jamais été limitée, elle avait simplement été réservée. En un instant, tous les souvenirs, toutes les excuses que je leur avais trouvées pendant des années se sont effondrées comme une façade fragile. Je me suis revue assise seule lors de mes propres anniversaires, me répétant que mes parents étaient occupés, distraits, fatigués, qu'ils ne savaient pas comment exprimer leur amour. J'avais cherché 1000 raisons pour protéger leur image dans mon cœur, mais face à ce cliché de célébration luxueuse, je n'ai plus pu nier la vérité. Ils avaient la capacité d'aimer pleinement, mais choisissaient constamment de ne pas le faire pour moi. Cette constatation a été comme un choc électrique traversant mon esprit,
renversant mes fondations intérieures en une fraction de seconde. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est figé, mais ce n'était pas de la douleur, c'était de la clarté. Je me suis soudain demandé pourquoi j'avais passé tant d'années à mendier des miettes émotionnelles auprès de personnes qui ne voyaient pas ma valeur. Pourquoi avais-je excusé l'inexcusable? Pourquoi avais-je accepté la négligence comme une normalité? Je m'étais accrochée à une idée de famille fondée sur l'espoir, non sur les faits. Et les faits venaient de me gifler avec une précision implacable. Avec cette lucidité, une décision s'est imposée à moi, non pas dans un élan impulsif, mais dans une froide détermination. J'ai commencé à couper les fils invisibles qui nous reliaient. D'abord les conversations, puis les messages, les appels, les obligations tacites. J'ai mis de la distance entre moi et eux, non pas en criant, non pas en pleurant, mais en m'éteignant doucement, volontairement, pour me préserver de nouveaux coups émotionnels. C'était un silence stratégique, un silence qui servait à protéger ce qu'il restait de moi. Puis, j'ai entamé un processus symbolique mais essentiel, la récupération de tout ce qui m'appartenait réellement. J'ai retiré leur accès à mes ressources, modifié mes contacts d'urgence, ajusté mes finances pour que chaque décision me place au centre de ma propre vie. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la survie. Pour la première fois, je me plaçais moi-même en priorité. Et bizarrement, ce retrait progressif ne m'a pas rendu triste. Il m'a rendu libre. Il n'a pas fallu longtemps avant que ma décision ne provoque un remous. Les appels ont commencé, suivis de messages, puis de demandes de compréhension, certaines tendres, d'autres presque accusatrices. Mais je restais silencieuse, déterminée à ne plus me laisser aspirer dans cette spirale émotionnelle. Leur inquiétude soudaine n'était pas de l'amour. C'était la réaction face à une perte de contrôle qu'ils n'avaient jamais anticipée. Ce renversement me donnait une force nouvelle, une autorité intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. Quand ma mère est finalement venue frapper à ma porte, j'ai senti une part de moi vaciller, comme si l'enfant blessé en moi voulait courir vers elle pour réclamer enfin la tendresse manquée. Mais cette impulsion s'est éteinte aussitôt que la réalité a repris sa place. Je ne pouvais plus ignorer les années de silence, de préférences affichées, d'occasions ratées où elle aurait pu simplement dire « je t'aime » avec un minimum d'effort. Je me devais d'être fidèle à ma vérité, même si cela me brisait un peu plus. Lorsque je lui ai parlé, ma voix était calme, presque trop calme pour contenir l'intensité de ce que j'avais à dire. Je lui ai expliqué, sans colère mais sans filtre, tous les anniversaires oubliés, toutes les attentes déçues, tous les moments où j'avais eu besoin d'elle et où elle n'avait pas été là. Je lui ai décrit ce sentiment constant de n'être qu'une option, une arrière-pensée, un poids invisible dans une maison qui ne m'avait jamais réellement accueillie. Ses yeux se sont écarquillés, comme si elle découvrait une version de moi qu'elle n'avait jamais pris la peine de regarder. Je l'ai vue chercher des excuses, balbutier des justifications, invoquer la fatigue, les responsabilités, le stress. Mais aucune explication ne pouvait effacer ce que j'avais vécu. Je ne voulais pas entendre des mots, car des mots, j'en avais déjà reçus. Trop tard, trop rarement, ou jamais. Je voulais une reconnaissance, une vraie. Et lorsqu'elle a réalisé que je ne souhaitais ni consolation, ni rapprochement, mais simplement la vérité, j'ai vu dans son regard une panique résignée, comme si elle comprenait qu'il était trop tard pour réparer ce qui avait été brisé. Quand j'ai refermé la porte derrière elle, je ne l'ai pas fait par colère, mais par nécessité. C'était la première fois de ma vie que je choisissais ma paix plutôt que leur approbation, ma dignité plutôt que leur affection conditionnelle. Ce geste-là, simple mais définitif, a marqué le début d'une ère nouvelle pour moi. Je me suis sentie légère, presque étrangère à mon propre corps, comme si je venais d'abandonner une version épuisée de moi-même pour permettre à une autre, plus forte, de respirer enfin. Dans les jours qui ont suivi, j'ai découvert un silence très différent de celui que j'avais connu toute ma vie. Ce n'était plus un silence imposé par leur négligence ou par mon propre espoir étouffé. C'était un silence choisi, un silence libérateur. Je me réveillais sans cette tension habituelle dans la poitrine, sans ce sentiment diffus d'être en attente d'une validation qui ne viendrait jamais. Pour la première fois,
je ressentais que ma vie m'appartenait réellement, sans chaînes invisibles, sans dettes émotionnelles à payer. J'ai célébré mon anniversaire seul, mais ce seul n'avait rien de triste. Au contraire, c'était un tête-à-tête avec moi-même, un moment pour reconnaître ma valeur sans miroir biaisé, sans comparaison imposée. Je me suis offert un petit gâteau, une bougie, un geste symbolique mais puissant. Et dans ce simple rituel, j'ai senti une chaleur douce m'envahir, celle d'une affection authentique, celle que j'aurais voulu recevoir depuis tant d'années, mais que je pouvais enfin me donner moi-même. En me regardant dans le silence de cette soirée, j'ai compris que ma rupture avec eux n'était pas un abandon, mais une renaissance. J'avais passé des années à me définir à travers leur regard absent, et désormais je pouvais me définir à travers ma propre vérité. Je n'avais plus besoin de mendier l'amour, car j'avais appris à créer un espace où je pouvais m'aimer sans condition. Cette prise de conscience m'a réconciliée avec moi-même d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve entre eux et moi. Peut-être resterons-nous distants, peut-être un jour y aura-t-il une conversation différente, plus vraie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ma priorité. Je n'ai plus peur de leur absence, car j'ai survécu à leur indifférence. Ce qui m'importait autrefois ne m'empêche plus d'avancer. Je suis libre, enfin, de construire une vie où ma voix compte, où mes émotions méritent d'être entendues, où je suis mon propre refuge. Et étrangement, en choisissant de couper le lien, j'ai aussi choisi de cesser de me détester pour ne jamais avoir été aimée comme je le méritais. Je ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Je suis devenue la femme que j'aurais voulu que l'on voie en moi depuis toujours. Forte, autonome, lucide et profondément consciente de sa valeur. Et cette liberté, cette paix intérieure, est le plus beau cadeau que je puisse m'offrir. La vérité, c'est que nous ne devons rien à ceux qui nous traitent comme si nous n'avions aucune importance. La famille ne se définit pas par le sang ou les rôles, mais par la manière dont on nous fait exister dans leur cœur. Quand l'amour devient un privilège accordé à certains et refusé à d'autres, il nous appartient de redéfinir notre propre espace émotionnel, même si cela implique de tourner le dos à ceux que nous pensions indispensables. Il n'y a aucune honte à prendre ses distances, à couper des liens, à protéger son âme quand l'environnement qui devrait nous porter finit par nous briser. La loyauté aveugle nous enseigne seulement à souffrir en silence, alors que le courage de s'éloigner nous révèle notre vraie valeur. Parfois, la guérison commence par un refus, celui de continuer à accepter le manque de respect, de présence ou d'attention. Si mon histoire résonne en toi, si tu t'es un jour senti invisible dans ta propre famille, souviens-toi que tu as le droit de te choisir. Et si tu veux entendre plus d'histoires vraies, profondes et libératrices comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Ta présence ici compte, et j'espère que mes mots t'aideront à trouver la force de créer ta propre liberté.